C'est commencé! Silence! Silence sur le plateau! Bonjour à tous! Bienvenue en toute franchise! C'est rare que je fais une intro comme corporate là, t'es ça. Vraiment corporate. C'est parce que là, on reçoit quand même Maxime Bernier. Je voulais me forcer un peu. Futur premier ministre du Canada. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être futur gouverneur du Canada. Je sais pas. On va en parler. Oui, on va en parler. Bienvenue, Gouverneur, Merci. bienvenue Maxime, gouverneur de l'État du Canada peut-être. Ouais, c'est ça. Ça va être une longue discussion, là, on devrait en parler. Je suis vraiment un nationaliste québécois-canadien, mais j'aime bien ce que M. Trump fait actuellement. Il provoque nos politiciens traditionnels. On est déstabilisé au Canada avec un Trudeau démissionnaire. Puis là, bien, une blague est devenue une blague... pour moi, une mauvaise blague, mais pour M. Trump, il y a du plaisir, mais je pense qu'il n'est pas sérieux. La réponse que je ferais à M. Trump par rapport au 51e État, ça serait de lui dire, le Canada, comme vous savez, M. Trump, il y a 40 millions de personnes, comme la Californie, par hasard. Le Canada, si vous ne le savez pas, M. Trump, il y a eu un sondage avant votre élection, et puis plus de 60% des Canadiens disaient qu'ils allaient voter Harris et démocrate. Donc, M. Trump, je ne suis pas certain que vous voulez une nouvelle Californie qui va voter toujours démocrate et qui va diminuer les chances pour le Parti républicain de prendre le pouvoir. Fait que je pense que ça parlerait à son niveau, mais c'est une belle blague. Puis, c'est un bon troll. C'est ce qu'on oui, ça n'arrivera pas. qu'il trollait. Mais en fait, je ne sais pas trop dans quelle intention, juste pour déstabiliser un petit peu. Oui. Puis aujourd'hui, le timing est parfait parce qu'on est vendredi le 31 décembre aujourd'hui. Puis donc, on ne sait pas, c'est demain, le 1er février, que les tarifs sont supposés tomber de 25% sur le Canada. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Notre timing est presque parfait. Excellent, oui. Pour tout ça, j'ai hâte d'entendre tes... Il y a tellement de peur, il y a tellement de... on dirait que le Canada est en branle-bas de combat. Tout le monde est en panique. En fait, j'ai hâte qu'on parle des conséquences pour nous si les tarifs rentrent en place, que je pense qu'ils vont... Je pense pas qu'il va reculer, Trump, mais ça manquerait un peu de Non, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Maxime, tu as été ministre des Affaires étrangères et de l'industrie du commerce. Donc, ça te fait de toi quelqu'un qui connaît bien ce dossier-là dans l'industrie, parce que c'est là-dedans, là, on nage là-dedans. L'industrie, le commerce et les affaires étrangères. Donc, Trump pourrait imposer des tarifs de 25% à partir du 1er février. Qu'est-ce que toi t'en dis de ça? Bien, premièrement, le président Trump, il faut apprécier à le connaître. Il a écrit un livre sur l'art de négocier. Monsieur Trump, c'est lui qui a négocié l'entente de libre-échange qu'on a actuellement, Canada, États-Unis, Mexique. Lorsque Monsieur Trump était au pouvoir en 2016, l'entente qu'on avait n'était pas bonne, il fallait l'acheter aux poubelles. Il a renégocié une entente et après l'avoir négociée avec nous, c'était la meilleure entente que les Américains ont jamais signée. Mais aujourd'hui, ça a l'air, cette entente-là, que lui-même a posé sa signature. C'est de la merde. C'est de la merde, ça ne fonctionne pas bien. Oui. Le Canada exploite les Américains subventionnent les Canadiens. Tout ça, c'est faire en sorte de placer Trump et les États-Unis en bonne position de négociation. Parce que l'entente de libre-échange, ça bénéficie au Canada et aux États-Unis. Et là, les tarifs, c'est la même chose. Les tarifs, je pense, on écoute bien le discours de Trump, parce qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y en est et où il s'en va. La sécurité aux frontières, le fentanyl. C'est des demandes legit, ça? Ben oui, absolument. Pour Trump, on est une menace à la sécurité américaine nationale et aussi à notre propre sécurité nationale. Lorsque, par exemple, les Américains ont arrêté à leurs frontières les 3 dernières années à peu près 400 personnes à chaque année qui sont des suspects terroristes et dont 80% de ces gens-là provenaient du Canada. Donc, il faut régler le problème. Et Trump n'aime pas ça, et nous non plus. S'ils ont traversé du Canada aux États-Unis, c'est que ces gens-là étaient un danger public pour les Canadiens aussi. La dernière année, le gouvernement américain a arrêté 200 000 illégaux qui ont traversé la frontière du Canada aux États-Unis. Ils ne veulent pas ça. L'année précédente, c'était à peu près 100 000. Ça l'a doublé en une année. Donc, c'est des chiffres qui sont
que le gouvernement américain veut contrôler. Et il faut le contrôler pour nous aussi, pour notre propre sécurité. Donc, si on investit dans la protection de nos frontières, Trudeau a fait un bon pas, un premier pas, mais c'est seulement qu'un premier pas, en louant des hélicoptères, en achetant des drones pour s'assurer de sécuriser notre frontière. Des drones chinois. Trudeau a fait un bon point, mais je suis traumatisée. Oui, oui. Mais c'est un premier pas. Il faut qu'il en fasse plus. Puis là, il est arrêté là. Il faut bien qu'il fasse des bons coups des fois. Oui, oui. Est-ce que ça, ce n'est que l'explication officielle? Parce que ça me semble plus profond que ça. De dire de protéger nos frontières, puis le fentanyl, que le fentanyl, c'est que 1% de ce qui rentre aux États-Unis. Oui, bien c'est ça. C'est ce que les médias nous disent, 1%. C'est 1% qui saisissent. On ne sait pas combien qu'ils ne saisissent pas. Et donc, la matière première pour ça provient de la Chine dans des bateaux qui s'en vont au port à Vancouver. Et il y a des usines de fentanyl qui sont en Ontario et aussi en Colombie-Britannique. Et c'est ça. Nous, pour Trump, c'est seulement la pointe de l'iceberg, le 1%. Donc, le Canada doit être plus sévère envers les criminels, ce que Trudeau, c'est pas sa politique. Et donc, il faut aussi être sérieux. Ce que Trump s'attend, moi, je pense qu'il va... Et ces tarifs-là, là, c'est justement pour nous faire réagir sur ces points-là. Sécurité à la frontière et la drogue. Et il y a bien beau Trudeau d'avoir dit que je vais dépenser des milliards de dollars pour la sécurité, mais c'est une promesse de dépense. Il a fait un petit pas en louant quelques hélicoptères, mais je crois bien que les tarifs de 25% vont être imposés samedi au Canada. Et Trump va regarder notre sérieux. Et après ça, bien, c'est nous. Moi, je pense que la réaction canadienne ne devrait pas être des mesures de représailles, parce que là, ça va vraiment nuire à notre économie. Ça devrait être quoi? Ça devrait être attendre. On a des tarifs qui sont imposés. Utilisons la diplomatie. Allons voir Trump. OK. Tu nous as dit que tu voulais la sécurité à la frontière et la drogue, on va le faire, etc. On va collaborer avec vos forces policières aux États-Unis. On va faire des groupes de travail ensemble, on va enquêter ensemble. Et donc, on démontre à Trump pendant 1 mois ou 2 qu'on est vrai, on fait ce qu'on dit. Là, on a promis d'investir des milliards de dollars à la frontière. C'est une promesse. Ouais. Et Trump ne croit pas, mais ne croit pas Trudeau. Il n'aurait pas dû faire des actions comme ça avant. Absolument, absolument. Trudeau avait Trump parle de ça depuis sa campagne électorale. Le gouvernement canadien aurait dû réagir dès ce moment-là pour notre propre sécurité à nous aussi. Et il n'a pas réagi. On réagit à la dernière minute. Et là, on fait une conférence de presse que Trudeau a faite, annoncer des milliards pour protéger. Mais c'est une annonce. Et je pense qu'il faut démontrer qu'est-ce qu'on fait. On fait de la diplomatie, on investit, on démontre à Trump que ce qu'on a dit, on le fait et on travaille en collaboration avec les forces américaines. Et je pense qu'après ça, ces tarifs-là vont tomber parce que si on fait des mesures de représailles, on s'engage dans une guerre commerciale avec les Américains. Les Américains sont 10 fois plus gros que nous. On n'a aucune chance de gagner et l'impact sur l'économie canadienne, les économistes en parlent partout, là, c'est une diminution du produit intérieur brut d'à peu près 1%, de 1 à 2%. C'est basé sur des prévisions. 1 à 2%, on s'en va dans une récession. Et là, nos politiciens de l'establishment traditionnel nous disent « On va faire comme la COVID, on va sortir, on va imprimer de l'argent qu'on n'a pas, on va créer un énorme déficit pour donner de l'argent à des Canadiens, des Québécois en leur disant « Restez à la maison ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? On paye pour ces dépenses COVID-là avec l'inflation d'à peu près 5%, inflation qu'on va devoir subir pendant les 5-6 prochaines années. Et là, on veut bâtir des programmes. Le gouvernement du Canada est en faillite. On a un déficit de plus de 60 milliards de dollars, une dette de 1200 milliards de dollars. On n'a pas d'argent. Et là, on va emprunter. La Banque du Canada va imprimer de l'argent à partir de rien. On va créer de l'inflation pour faire des programmes pour des entreprises et qui... À mon point de vue, ces tarifs-là vont être là pour le court terme. Il faut être patient puis faire ce qu'on a à faire et non pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour essayer de sauver des entreprises supposément en difficulté. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de Trump? Parce que je pense qu'il l'a bien... Trump, il a bien décrite sa stratégie, c'est d'abolir l'impôt fédéral, de faire que les tarifs soient les revenus du gouvernement, puis ensuite de mettre une taxe fédérale sur les produits et services. Oui, bien, c'était pas dans sa plateforme électorale. Trump a parlé de ça. Et moi, en tant que politicien, j'ai écrit un livre sur un taux unique d'imposition. Et idéalement, le meilleur impôt, c'est l'impôt à la consommation, les taxes à la consommation. Pourquoi? Parce que l'individu
choisit de payer de l'impôt ou pas. Si l'individu ne dépense pas, il ne paye pas d'impôt. Et donc, ça encourage la création de la richesse, l'épargne et l'investissement. Et pour avoir une croissance économique, le moteur de la croissance économique, c'est l'investissement. Donc, la meilleure taxe, c'est toujours la taxe à la consommation. Et nous, dans notre parti, ce qu'on propose au fédéral, c'est qu'il y a 5 fourchettes de taxation au fédéral. On veut diminuer ça à 3 et idéalement à 1. Et idéalement, oui, abolir l'impôt sur le revenu. Mais pour abolir l'impôt sur le revenu, il faut avoir un gouvernement plus petit. Au 19e siècle, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu au Canada et aux États-Unis, mais l'État n'était pas tentaculaire, était petit et on avait plus de liberté. Mais là, c'est impossible actuellement avec l'État canadien ou américain de dire que l'État va ramasser des revenus avec seulement une taxe à la consommation. Il faut avant faire le ménage et diminuer l'État. Mais là, ce que j'entends de M. Trump, c'est qu'il veut que l'État soit plus efficace avec M. Musk. L'État, c'est pas ça qu'il faut viser. Il faut viser que l'État soit plus petit. Moi, je veux pas un État efficace qui va me dire quoi faire ou quoi pas faire. Je veux un État plus petit. Ça finit là. Je veux moins d'État. Et là, on parle de trop de réglementation qu'il faut abolir. Il faut déréglementer. Il ne faut pas déréglementer. C'est pas ça qui est... Moi, j'ai entendu dire qu'il voulait couper même des ministères. Ben oui, mais il faut regarder... C'est pas ça la job de Musk? Oui, mais moi, je pense que ça, il ne réussira pas. Là. Il ne réussira pas. C'est un beau... Écoutez, moi, j'étais ministre au fédéral et le premier ministre m'a demandé le mandat de diminuer la paperasse et la réglementation pour les petites entreprises et pour toutes les entreprises. On a fait des consultations à travers le Canada, etc. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est rien. Là. Maintenant, là, ces règlements-là qu'on a abolis à l'époque, quelques-uns, ont été revotés. Le problème, ce n'est pas la réglementation. Le problème, c'est la législation. Les politiciens et les bureaucrates font des règlements parce qu'ils ont le pouvoir législatif de le faire. Donc, il faut abolir de la législation. Il faut regarder les lois puis abolir ça, on n'a pas besoin. En abolissant les lois, on a un État plus petit, puis on a des bureaucrates qui ne peuvent pas faire de réglementation parce qu'ils n'ont pas le pouvoir législatif si on abolit la loi. Donc, moi, ce que je suis en train de dire pour Trump, avoir un État plus petit, ça va être très difficile, mais c'est bien d'avoir cette vision-là, puis d'en parler, etc. Mais moi, je pense que son succès à Trump ça va être la guerre culturelle. C'est son grand succès et tant mieux. Du côté, contre le wokisme. Contre le wokisme. Il y a 2 sexes seulement. Toute les hommes biologiques qui participaient au sport de femmes, les prisons mixtes, la liberté... Tout ce qui n'a pas de sens. La liberté d'expression. Donc, la guerre culturelle, il est en train de la gagner. Il va la gagner. L'économie, bien, ça va être difficile parce que les Américains, ils sont autant dans le trouble que nous, économiquement, avec leur déficit budgétaire. Et si on veut vraiment contrôler l'État, bien, il faut avoir un État plus petit et équilibrer le budget aux États-Unis. Il faut couper les dépenses dans l'armée et les dépenses sociales, médicales. Et donc, il n'y a pas un politicien qui va faire ça. C'est pour ça que je vous dis en cours, c'est qu'il va faire de son mieux pour que l'économie progresse. Mais on s'en va, le Canada, les États-Unis, les pays européens, on s'en va vers une récession mondiale dans quelques années. Oh, ben alors toi aussi, Maxime, tu prévois un genre d'effondrement imminent. Oui, ça risque d'arriver. On ne peut pas vivre. Les pays occidentaux vivent maintenant la croissance par la dette. Mais à un moment donné, là, la dette et la monnaie fiduciaire, ça fait son temps. Et là, bien, on a ce système-là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu qu'avant ça, il y avait quand même une discipline monétaire. Les Américains, leur dollar, jusqu'en 1971, était basé sur l'or. C'est-à-dire que les États pouvaient décider d'acheter des bons du Trésor américain pour financer le gouvernement américain et pour épargner de leur côté. Et s'ils voulaient, ils pouvaient transformer ce bon du Trésor-là en or. Et donc, ça permettait une certaine stabilité et ça empêchait la Fed aux États-Unis de créer trop d'argent à partir de rien. Mais en 1971, Nixon a dit, c'est fini la transformation. Maintenant, notre dollar est basé sur rien. Et depuis ce temps-là, bien, on a des déficits, etc. Tu sais, quand les Américains disent, ils dépensent des milliards de dollars un peu partout, c'est pas le peuple américain qui paye, là. Et il faut être conscient, là, c'est pas les impôts sur le budget américain représentent peut-être 20 des revenus. Qui paye pour ça? Bien, c'est
les autres pays, parce que les Américains exportent leur inflation. Le dollar américain étant le dollar international de transactions, dont les transactions internationales se font en dollars américains, les autres pays ont besoin des dollars. Donc, les autres pays investissent et achètent des obligations américaines. Donc, ils l'exportent. Et c'est pour ça maintenant qu'on a un autre bloc, le bloc BRICS, des autres pays qui sont tannés d'être dépendants du dollar américain et de subir cette inflation-là aussi depuis des années. Et donc, ils s'organisent pour avoir un autre système qui va faire concurrence au dollar américain comme étant le dollar de base pour les transactions internationales. Donc, ce que je suis en train de dire, les Américains exportent leur inflation et avec l'argent qu'ils reçoivent, importent plein de biens et services. C'est pour ça que la base industrielle, et Trump a raison là-dessus, la base industrielle des États-Unis s'est disloquée depuis bien des années et les entreprises américaines ont finalement créé des emplois dans d'autres pays. Et là, c'est ça. Trump veut ramener ces industries-là et c'est très bien, mais c'est l'impact du dollar, un dollar mondial trop fort. Le fait que le dollar américain s'affaiblisse un peu, ça va être un bon signe pour l'industrie américaine. Mais ça ne fait pas partie du plan, ça. Je pense que ça fait partie de son plan de dire on va puis avec les tarifs. Hein, oui, il utilise les tarifs. Il est très logique. Il utilise les tarifs pour rapatrier l'industrie. L'industrie. Puis là, il a annoncé des trillions de nouveaux investissements justement d'industries qui vont venir. Fait que c'est pas relié. Oui, oui, c'est sa stratégie économique, puis je pense qu'il doit le faire. Mais en même temps, il y a comme un peu deux choses. Il veut un dollar américain fort, mais plus que le dollar américain est fort, plus que ça nuit à sa stratégie de ramener les investissements dans le secteur manufacturier. Donc, ce qu'il faut, et je pense que sa première priorité, c'est de ramener les investissements. Donc, il le fait et c'est pour ça, dans sa négociation, là, on a les tarifs qui devraient être imposés ce samedi de 25 % et pour moi, c'est seulement pour la sécurité de la frontière et la drogue. Et là, il a donné un mandat à un comité de lui remettre un rapport le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril sur les échanges commerciaux Canada-États-Unis. Ouais. Et c'est là qu'il dit les États-Unis subventionnent le Canada à coups de milliards. Et donc, il va avoir ce rapport-là. Et à ce moment-là, c'est là qu'on commence les négociations pour la renégociation de l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique qui est due en 2026, donc très bientôt. Et c'est là, sur la table, il va falloir mettre plus de cartes sur la table et c'est là qu'il va discuter de d'autres sujets. Nous, on a l'avantage, on exporte beaucoup de pétrole et de l'énergie et ça fait la moitié de nos exportations, c'est du secteur énergétique. Et les Américains ont besoin de ça. Trump va avoir besoin de ça pour ses industries. S'il veut attirer les industries, ils ont besoin d'énergie. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des tarifs sur le pétrole, notre pétrole? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que Daniel Smith a bien fait, est allé plaider sa cause, mais tous les politiciens, incluant Poilievre, qui disent on doit défendre le Canada, on doit imposer les tarifs. La seule qui a une tête, une femme qui a une tête sur les épaules, Daniel Smith, qui dit effectivement non, ça va être malsain pour le Canada, économiquement on va perdre, il faut continuer à vendre notre pétrole et je pense qu'elle va réussir, j'espère, peut-être je me trompe, on va le savoir dans quelques heures, qu'elle va réussir à avoir une exemption. Mais ceci étant dit, les négociations sur le traité de libre-échange commencent et moi j'ai une prédiction que je fais. Tout le cartel de la gestion de l'offre qu'on a protégé et que Trump a tweeté par rapport au lait. Il ne faut pas oublier que Trump, là, il a eu la majorité dans les 7 États clés, dont le Wisconsin, qui est un État producteur. Des producteurs laitiers sont concentrés dans le Wisconsin. Ils ont donné une majorité à Trump dans un État swing, qu'on appelle, un État important. Et Trump, à la première négociation, il voulait permettre à ses producteurs laitiers d'exporter leur lait. Mais le Canada dit non et Poilievre et Trudeau ont dit non, on garde notre cartel ici. Les Canadiens vont payer plus cher leur lait, leur poulet, leurs œufs comparé aux Américains. Mais là, Trump, il s'en rappelle. Et c'est ce qu'il n'a pas aimé dans l'entente qu'il a signée lui-même. Et je pense bien que ça va faire partie des négociations. Puis si on va avoir une entente en 2026 qui va satisfaire les deux côtés, je pense que c'est le temps de mettre ça sur la table et penser à une transition pour l'industrie laitière dans les prochaines années. Est-ce que c'est pas tout un théâtre politique, ces négociations? Parce qu'il y a sûrement déjà des négociateurs du Canada, des États-Unis.
sûrement que déjà tout ça est en train de se mettre en place. Déjà, Trump, il doit jouer une game parce qu'il parle de l'âge d'or des États-Unis, oui. alors qu'il sait bien que ça va pas si bien que ça. Là. Non, ça va pas si bien que ça. Mais les négociations, j'imagine, ont lieu présentement. Il y a des gens qui sont... On a l'ambassade aux États-Unis à Washington. C'est le rôle de l'ambassadeur là-bas d'être en contact avec les élus. Et on sait que l'imposition de tarif de 25 %, moi, pourquoi je pense que ça va être à court terme, qu'il ne faut pas s'exciter? Parce que les tarifs vont augmenter, ça va augmenter les prix. Ouais. Donc, les consommateurs aux États-Unis, oui, les consommateurs... Ici, ça change quoi? Ici, pour nous, ça risque de ralentir notre économie parce que si les prix sont plus élevés aux États-Unis, peut-être que nos produits ne sont pas compétitifs et peut-être que les entreprises vont perdre la part de marché parce qu'en montant ce prix-là, leur produit devient moins compétitif et ils risquent de perdre une part de marché américain ou sinon... des pertes d'emploi. Possiblement des pertes d'emploi. Mais donc, ces tarifs-là, ils vont arriver et Trump se bat et s'est battu contre l'inflation et ça, c'est un bon point. Et il ne veut pas, surtout, pourquoi je dis qu'il n'imposera pas le pétrole, des tarifs, parce que ça se voit immédiatement à la pompe. Et les Américains, le pétrole, c'est important. Il n'y a pas de folie vert là-bas aux États-Unis. Là. Il n'y en a pas. En Floride, tu es allé dernièrement, on en construit des routes. C'est le paradis là-bas. Ben oui. Puis on en veut des véhicules, on en construit des routes, puis l'accord de Paris, Trump renié est sorti de l'accord de Paris, c'est bien. Donc, tout ça pour vous dire, je pense que le pétrole va être exclu. Et parce que aussi, ça a un impact à la pompe, donc les Américains paieraient plus cher. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas paniquer, parce que l'impact va arriver aux États-Unis quelques mois, puis je pense que Trump va imposer ça pour voir si on est sérieux, notre frontière et le contrôle de la drogue. On va montrer qu'on est sérieux et dans quelques mois, ça va tomber parce que sinon, l'impact va être trop grand sur les consommateurs américains et il a été élu par ces gens-là, ces travailleurs-là. S'ils ne font pas de tarifs sur le pétrole, il reste pas beaucoup de produits à imposer comme ça. Il reste les victimes vont être le Québec et l'Ontario. L'aluminium, le bois d'œuvre, les véhicules. Les matières premières. Tous les... pour qu'ils fassent ça, là, le plus simple pour les Américains, là, c'est d'imposer des tarifs sur tous les produits canadiens qui rentrent aux États-Unis. Parce que là, commencer à y aller à la pièce, ça peut être difficile. Et surtout que Trump a annoncé ça depuis 1 mois ou 2. Avec l'exception du pétrole. Ben oui, c'est plus simple de dire tous les produits, puis on a une exception. Et surtout, d'après moi, que c'est une négociation et ça ne durera pas longtemps si on est sérieux de notre côté. Si on l'avait été dès l'élection de Trump ou avant, puis on avait fait nos devoirs sur la sécurité de la frontière et on avait appliqué la politique du Parti populaire, on ne serait pas dans ce... Ouais. Je verrais bien négocier avec Trump. Oui. Ça cache quoi, ça, que cette espèce de mollesse là, du gouvernement, ils ne sont pas réactifs. On dirait que ça cache quelque chose. Ben pour eux, ils sont réactifs parce qu'ils se disent, ils s'enrobent dans le drapeau canadien et là, ils se disent, on va protéger des jobs, on va aider nos entreprises, on va leur donner des subventions, on va donner des subventions salariales. Donc ça, c'est un beau discours à la télévision. Lorsque vous êtes assis dans votre salon, vous êtes un travailleur dans l'industrie du bois d'œuvre, savoir que vous allez avoir des compensations si vous perdez votre job, c'est intéressant à entendre. Donc, c'est ça leur position. Mais en faisant ça, pour le consommateur et pour tous les Canadiens, on ne paiera peut-être pas plus de taxes, mais notre dollar va... Regardez le dollar canadien, l'exemple du marché est 69, on s'en va vers... 68 aujourd'hui. 68, on s'en va vers 65. Lorsqu'on voyage, si un dollar est faible, c'est bon pour nos exportateurs parce qu'ils ont un avantage de change, mais pour nous, ça veut dire que le pays s'appauvrit lorsqu'on importe beaucoup. Et pourquoi que le panier d'épicerie est si cher que ça? Les fruits et légumes, mais ça ne provient pas du Canada, ça provient de l'extérieur et on le paie avec un dollar faible. Donc, ce que j'allais dire, c'est que les politiciens traditionnels, eux, ont ce discours-là, puis ils s'en foutent du coût à court terme et à moyen terme que les Canadiens vont payer. À court terme, c'est la logique de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit quand un politicien dit ça, on est assis dans son salon, on voit de l'argent qui vient, qui va nous aider si je perds mon emploi. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'argent qui vient, c'est un cadeau de grec parce que dans quelques mois, tu vas payer de l'inflation. L'inflation va augmenter de 5 à 8, 9 %. Puis là, tu vas te plaindre qu'avec ton dollar, tu peux acheter moins de biens et services. Donc, c'est un cadeau de grec et c'est ça leur réaction. Au lieu de réagir puis d'avoir un plan sérieux sur la sécurité des frontières, ils sont ensemble et ils parlent de mesures de représailles.
Parce qu'il aurait pu dire on prend action immédiatement puis on arrête le trafic. Parce que c'est. Toi-même, je pense que tu l'as tweeté, je sais pas si c'est ce matin. Ils ont été très réactifs pendant COVID de bloquer les frontières. Pourquoi qu'ils ne puissent plus sortir du pays? Oui. Mais pourquoi que ça niaise? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, depuis des années? Il faut leur demander. Trudeau, on t'invite à notre émission. Oui. Moi, ça fait des années dans notre plateforme, 8 ans, c'est toujours la même plateforme. On dit toujours la même chose. On fait de la politique basée sur des idées. On ne fait pas de sondage. Excusez la population, là, on ne vous sonde pas pour savoir ce que vous voulez entendre parce qu'on pense que l'opinion publique a été manipulée par l'extrême gauche. Et donc, nous, on a une vision, puis on pense qu'on a la meilleure vision, puis plus on en parle, plus on va devenir populaire. Mais oui, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais là, en plus, si l'économie va être frappée, pourquoi penser à des mesures puis d'argent qu'on n'a pas, qu'on donne? Il faudrait regarder dans notre propre cours. Premièrement, pour aider les entreprises, on devrait avoir un vrai libre-échange au Canada. On n'a pas ça. On a créé ce pays-là en 1867. C'était une union économique. On n'a pas les biens du Nouveau-Brunswick pour venir au Québec. Il y a des mesures tarifaires. Il y en a dans toutes les provinces. Donc, aidons nos entreprises à pouvoir exporter à l'intérieur du pays, de province à province, non la nuit. Faisons ça. Abolissons les subventions aux entreprises. C'est injuste pour les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes. Ayons un taux unique, 10 % d'impôts sur toutes les entreprises. C'est équitable. Et si on veut aider la croissance économique, ça prend de l'investissement. Incitons nos entrepreneurs à investir. Abolissons l'impôt sur les gains capitaux. C'est ça notre plateforme, c'est ça qu'on devrait faire. Il faut regarder dans notre cours et déréglementer comme le fait Trump. Moi, j'aime mieux dire abolir de la législation, là, mais libérer l'économie, ouvrir les fenêtres, que le vent rentre, puis qu'on ait un air là, où c'est facile de pouvoir investir, surtout dans nos ressources naturelles. Là, avec toutes les politiques woke, environnementales extrémistes pour empêcher le développement, mais on devrait abolir ça. Parce qu'on est encore dedans ici au Canada. Ben oui, des pipelines. Regardez, j'écoutais Legault parler, on serait peut-être pas contre là, de faire un oléoduc en français au Québec pour que le pétrole de l'Alberta puisse aller au Nouveau-Brunswick, se faire raffiner au lieu que le Nouveau-Brunswick... L'énergie Est. L'énergie Est, au lieu que le Nouveau-Brunswick importe du pétrole de l'Arabie Saoudite pour se faire raffiner. En 2019, vous regarderez, j'ai fait un débat, on m'avait invité au débat à cette époque-là. En 2019, on venait de créer le parti et c'était le débat, les pipelines. J'étais le seul à dire oui. Puis là, on m'a dit, j'ai fait une entrevue à TVA. À l'époque, on m'invitait. J'ai fait une entrevue, mais je suis content d'être ici avec vous. J'aimerais bien que tu sois invité à TVA, Maxime. Merci. J'avais fait une entrevue, j'avais dit, oui, j'ai dit, M. Bernier, vous êtes pour des pipelines, des oléoducs? J'ai dit oui, au Québec. Oui, vous savez que c'est unanime, personne ne veut ça au Québec, les politiciens. J'ai dit oui, comment vous allez faire ça? J'ai dit, c'est bien simple. J'ai dit, ça, c'est du commerce interprovincial, ça traverse les provinces, c'est de juridiction fédérale, on a la Constitution, on a juste à utiliser la Constitution, l'article 92.8, si ma mémoire est bonne, et donc ça devient de juridiction 100% fédérale, et donc les provinces ne peuvent plus arrêter des travaux de construction d'oléoducs. Et donc, il dit, vous allez passer outre la position du Québec? J'ai dit oui, dans l'intérêt du Canada. Mais il y en a en 2019, là, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, Legault dit on serait peut-être ouvert à avoir des pipelines. Pourquoi? Grâce à Trump, on va avoir des bonnes décisions économiques au Canada. Grâce aux tarifs de Trump, ils vont peut-être déréglementer et construire des pipelines, essayer d'avoir un vrai libre-échange au Canada. Moi, je dis merci, M. Trump, de faire réagir nos politiciens traditionnels qui avaient la tête dans le sable depuis des années. Mais il a besoin de se faire brasser un peu. Oui, il y en a déjà un, pipeline. Je me souviens, il y a quelques années, il avait fait un test d'envoyer du pétrole de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick pour tester leur raffinerie avec ce pétrole-là. Il avait renversé les pipelines justement pour envoyer... Le brut là-bas. Oui. Est-ce que c'est vraiment théorique parce qu'on les a déjà, on pourrait le faire? Non, mais parce que là, il l'a renversé parce que ce pétrole-là devait aller, je pense, aux États-Unis ou à un autre pays. On l'avait renversé oui, effectivement, mais il faut en construire un autre pour que ça puisse aller des deux sens. OK. Est-ce que, puis là, il parle beaucoup d'annexion, d'être le 51e État du Canada. Mais est-ce qu'on s'en va pas vers peut-être plus un marché plus commun, comme
l'exemple de l'Europe où ils ont aboli les frontières pour les biens et services et les personnes. Est-ce que ça serait pas plus souhaitable, tout en gardant la souveraineté, puis en ayant une économie complètement ouverte nord-américaine? Est-ce que c'est vers ça que Trump veut aller? En fait? Moi, je ne pense pas que c'est vers ça qu'il veut aller parce que lui, c'est les États-Unis en premier, America first. Et il n'a même pas confiance en nous qu'on règle nos frontières. Donc, s'il n'y a plus de frontières, imaginez-vous, là, si on n'est pas vraiment, on ne choisit pas nos immigrants, actuellement, on ne le fait pas, on ne choisit pas nos immigrants. Là. On dit à tout le monde, venez ici, vous avez le droit de venir. Nous, on dit c'est un privilège. Et notre position, c'est un moratoire sur l'immigration pendant quelques années pour régler les problèmes qu'on a à l'interne. Mais on est le seul parti qui prône ça. Et donc, pour Trump, il n'a pas confiance en nous avec une frontière, imaginez-vous. Fait que si on enlève notre frontière, je pense pas. C'est pas dans son intérêt, mais on peut avoir de meilleures relations. On a signé, moi, j'aime bien le traité de libre-échange que Trump a signé. C'est un bon traité. Il le dit lui-même. Après, c'est le meilleur traité que les États-Unis n'ont jamais signé. Donc, oui. C'est toujours le meilleur. C'est toujours le meilleur. Moi, j'ai dit une anecdote, j'étais aux États-Unis, puis je disais à un Américain, Trump, il exagère tout le temps, c'est toujours le meilleur. Et comment tu vois ça? Et l'Américain me répond, Maxime, il vient de New York. New York, c'est toujours le plus gros, le meilleur, etc. C'est ça. Il faut que tu en prennes puis t'en laisses. Mais tu vois dans quelle direction il se dirige. Puis il se dirige dans une bonne direction pour son peuple. Je suis pas mal certain. Je ne sais pas où tu étais rendu dans ton plan de match, mais c'est parce que je voulais parler que ça a été annoncé récemment que tu ne pourrais pas faire partie du débat des chefs. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Mais ça, je pense qu'ils ont peur des politiques et du propos du Parti populaire. On veut nous canceller. Mais comment qu'ils ont baragouiné ça? C'est ça. Ça me fait plaisir de l'expliquer, malgré que... Il a fallu qu'ils inventent une nouvelle règle. Oui, une nouvelle règle. Okay. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 2019... Résumé, en 2019, j'ai participé au débat. Pourquoi? Ils ont dit, il y a 3 critères. Donc, vous devez respecter un des 3 critères. Un critère, c'était d'avoir un député élu sur la bannière du Parti populaire pour participer. Je ne l'étais pas, donc je ne peux pas. Le deuxième critère, c'est d'avoir 4 % à l'élection précédente. On a créé le parti en 2018. Il n'y avait pas eu d'élection précédente, je ne l'ai pas. Et le troisième, c'était d'avoir au moins 90 % des comtés avec un candidat du Parti populaire. Ça veut dire à peu près 310 candidats sur 338. Et là, on a eu 310 candidats et j'ai participé au débat. 2021, ils reviennent avec 3 critères. Mais là, ils disent... le 90 % de candidats n'est plus là-dedans. Et là, ils disent ça prend à une élection avoir eu 4 % dans une élection précédente. 2019, on a eu 1,6. On n'a pas eu 4 % Deuxième critère, avoir au moins un député élu sur la bannière du parti. On n'avait pas d'élu. Et la dernière chance, le troisième critère, c'était d'avoir 4 % en moyenne dans les sondages 28 jours avant l'élection. Et lorsqu'ils ont dit ça, 28 jours avant l'élection, c'était notre chance de participer, on était à 4,5 % dans les sondages. N'oubliez pas qu'on a fini à 5 à l'élection. On était à 4,5 %. Mais ils ont fait une moyenne des sondages. Donc, ils ont pris un sondage bidon qui nous donnait 1 % et qui a diminué notre moyenne à 3,2 %. Mais c'est trop facile de manipuler les chiffres. Et donc, ils ont manipulé. Et là, n'oubliez pas, je vais rencontrer un des 3 critères en 2021. Et un des critères, c'était d'avoir 4 % à l'élection précédente. Et donc, là, nous, on dit, je vais participer au débat parce que le 4 % on a eu 5 en 2021 et je dois rencontrer un des critères, un des 3. Et l'été dernier, on a eu un appel, j'ai eu un appel de la commission des débats qui nous a dit, on veut rencontrer votre chef, on veut rencontrer M. Bernier. Et mes gens ont dit pourquoi? Parce qu'on rencontre les chefs de tous les partis pour savoir quel devrait être le format du prochain débat des chefs parce qu'on a eu bien des plaintes sur notre format qu'on avait à la dernière élection. Donc, on veut avoir votre input là-dessus. Je dis, parfait. Et mes gens ont dit, ça veut dire que vous ne changez pas vos critères, là, que M. Bernier va participer parce qu'il y a eu 4... Non, effectivement, on a dit 4 % à l'élection précédente, vous avez eu 5, M. Bernier va participer. Et donc, tout l'été, bonne nouvelle, etc. Et là, il y a quelques jours, la commission des débats arrive avec 3 nouveaux critères. Oh. Et donc, le critère de 4 % à l'élection précédente n'est plus là, comme par hasard. Et là, les critères, c'est avoir un candidat élu sous la bannière du parti. On ne l'a pas. Avoir aussi
90% pardon, des comtés avec un candidat du Parti populaire, le même critère qu'ils nous avaient imposé en 2019, et ça, on va le rencontrer. Au moment où on se parle, on a à peu près 220 candidats choisis. Donc, il faut avoir 310 candidats à travers le pays. Mais cette fois-ci, ils disent c'est 2 critères sur 3 que vous devez rencontrer. Donc, on a ce critère-là, mais là, il en rajoute un 3e, et le 3e, c'est en moyenne, 4% dans les sondages, 28 jours avant l'élection. Donc, ils vont utiliser ce même critère-là pour nous discréditer, pour nous annuler, pour empêcher qu'on participe au débat des chefs comme ils ont fait en 2021. Dans les sondages, vous avez au moins... Bien là, dans les sondages, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Donc, dans les sondages, on est à peu près à 3%. Mais quand l'élection va commencer, on devrait avoir plus de visibilité, les gens vont plus s'intéresser à la politique, puis je suis pas mal certain qu'on va être capable d'avoir des sondages qui nous donnent 4-5 % comme ça est arrivé à la dernière campagne. Donc... ça pourrait changer, alors. Moi, moi, je pense qu'on va avoir un sondage 28 jours avant l'élection qui va nous donner au moins 4 %, mais eux vont faire comme ils ont fait en 2021, ils vont prendre des sondeurs bidons. Vous savez, ils peuvent sonder à Montréal seulement. Puis, à Montréal, si on est à 1 %, c'est beau. Ben oui. Ou, ils peuvent sonder dans des partis où on n'est pas populaire. Et ils peuvent prendre une méthode qui ne nous avantage pas, comme ils ont fait en 2021. Et c'est pour ça que je pense que c'est une raison pour nous exclure et ça va être facile pour eux de nous exclure comme ils ont fait en 2021. Mais ceci étant dit, ce qu'on demande aux gens, ce qu'on fait actuellement, on a une pétition sur notre site web, partipopulaireducanada.ca. Signez cette pétition-là, aidez-nous, donnez une voix au Parti populaire parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On censure 840 000 Canadiens qui ont voté pour le Parti populaire. On nous ignore. On nous cancelle et on a quelque chose à dire parce que sans nous, ça ne sera pas un vrai débat parce que sur tous les points majeurs, les grands partis s'accordent. On a parlé tantôt de l'accord de Paris. Ils sont tous d'accord avec ça. On a parlé du pacte de l'ONU sur la migration, d'inviter les gens au Canada, les portes ouvertes. Ils sont tous d'accord avec ça. Nous, on a des positions différentes, tranchantes des partis de l'establishment et ils ne veulent pas se faire compétitionner. Ils ne veulent pas se faire questionner par le Parti populaire. Donc, c'est antidémocratique en ce qui me concerne. Et donc, si on a aujourd'hui, on a à peu près 18 000 personnes qui ont signé notre pétition. Nous, ce qu'on va faire, on va envoyer une belle lettre au président de la commission des débats pour lui dire de regarder son critère qu'il y avait en 2021. C'est injuste qu'il change les critères. Vous savez, c'est comme au hockey, on change les règles en plein milieu de la partie. Exact. C'est ce qu'on fait actuellement. Là. Donc, c'est injuste. C'est un organisme de qui, ça? C'est un organisme créé par le gouvernement du Canada et vous ne serez pas surpris de savoir que à la tête, au conseil d'administration de cet organisme-là, c'est la majorité des anciens politiciens, dont des anciens libéraux et conservateurs. Je suis choquée. Ben oui. Et donc, je suis certain qu'ils ont eu une directive et ils ont été imaginatifs pour créer de nouvelles règles pour nous exclure. Mais c'est pas juste de censurer 800 000 Canadiens, c'est d'empêcher des Canadiens de te connaître. Ben oui, en plus. Voir, mon Dieu, mais il répond à mes attentes. Ben oui. C'est ça le problème. En plus, parce qu'ils savent, hein. Pierre Poilievre parle tout le temps de gros bon sens, mais pour lui, le gros bon sens, c'est un slogan. Pour nous, c'est la réalité. Lisez nos politiques, c'est de la réalité. Et ils ne veulent pas parce que plus on a de visibilité, plus notre parti va croître rapidement. Et ça arrive partout. On est dans la vague du temps maintenant. Regardez Trump, regardez en Europe. En Allemagne, présentement, un parti supposément nazi de l'extrême droite est en train de prendre de la popularité. Il n'est pas nazi, il n'est pas d'extrême droite. Qu'on essaie de canceller. Qu'on essaie de canceller. En France, Marine Le Pen. En Angleterre, Nigel Farage. Donc, le populisme est dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que les gens sont tannés des élites qui leur disent quoi faire ou quoi ne pas faire. Et comment ils font, eux, pour avoir cette visibilité-là? Parce que toi, t'es comme un fantôme. Là. Oui. Mais les médias indépendants ne sont pas super puissants au Canada. Puis en plus, on est shadow ban, on est censuré. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, ils vont chercher des Non, mais en Angleterre, en Allemagne, eux ne censurent pas ces gens-là. Mais premièrement, ils sont moins censurés, mais aussi le système électoral est différent, sauf en Angleterre, mais en Europe. Il y a de la proportionnalité dans le système électoral. Nous, il n'y a pas de proportionnalité ici. Et c'est-à-dire, on a eu 5 % des voix, on n'a pas 5 %
des députés à la Chambre des communes. Je ne demande pas 5 %, mais on aurait pu peut-être avoir 1 % des députés à la Chambre des communes. Il n'y a aucune proportionnalité. Et donc, c'est plus difficile pour nous. Exemple, Nigel Farage, qui a essayé 7 fois de se faire élire au Parlement en Angleterre. Il a réussi la 7e fois. Et son parti, le Parti Réforme, si vous allez sur Internet et lisez sa plateforme, il a copié la plateforme du Parti populaire. C'est bien correct. Et sur l'immigration, sur bien des sujets. Et il a eu 15 % des voix. 15 % des voix, mais avec 15 % des voix, à cause du système politique, et il n'y a pas de proportionnalité, il a réussi à faire élire 6 candidats. Mais donc, ça veut dire quoi au Canada? Ça veut dire que peut-être nous, aux alentours de 12, 13, 14, 15, on commencerait à avoir la chance de faire élire des candidats. J'espère qu'à la prochaine campagne, on va être capable de faire élire notre premier candidat député du Parti populaire, mais notre but, c'est de croître 1,6, la dernière élection 5, presque triplé. Peut-être la prochaine, on peut doubler, passer à 10, on va voir. Mais je veux répondre à ce que tu me disais tantôt, Amélie, à l'effet que je suis cancellé, etc. Tu as raison. J'étais en Beauce dernièrement. Et je faisais mon épicerie, puis je rencontre un beauceron. Puis il me demande, qu'est-ce que tu fais, Maxime? T'es-tu encore en politique? Incroyable. On n'entend pas parler. Il y en a qui pensent que c'est politique régionale au Québec. Je me promène à travers le pays. On a des candidats partout. Et d'ailleurs, si les gens sont intéressés à être candidats, il y a encore de la place au Québec. C'est Daniel Brisson qui est notre chef. Qui est ici avec nous. Ben oui, Daniel qui est notre chef d'orchestre au Québec. D'ailleurs, je suis en réflexion, là. Ben oui, mettez de la pression sur Amélie. On aimerait bien ça l'avoir. Voulez-vous que je me présente pour le Parti populaire? Question populaire, oui. Mais Daniel est notre lieutenant, c'est lui. Il nous manque à peu près une trentaine de candidats, donc ça va quand même assez bien. Si vous êtes intéressé, allez sur notre site partipopulaireducanada.ca. On a la liste des comtés où on n'a pas de candidats. Mais ceci étant dit, oui, le fait qu'on est cancellé, ça diminue notre progression. Mais ma stratégie pour répondre à ça, effectivement, dans d'autres pays, je suis avec vous aujourd'hui. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je considère que c'est un privilège pour moi de pouvoir être avec vous et parler à vos auditeurs, téléspectateurs. Ça me permet d'avoir une visibilité et une plateforme pour m'exprimer. Et c'est ce que je fais. C'est ça notre stratégie. J'ai fait des podcasts américains, Redacted, quelques autres. Donc, si vous avez un podcast ou vous êtes un YouTuber et que vous avez seulement 200 personnes qui vous suivent, je vais être là. Toi, tu y vas. Moi, j'y vais partout. Mais ça te prendrait Jordan Peterson. Oui, j'ai fait Jordan Peterson à la dernière élection en 2021. Et je suis certain, oui, on va contacter Jordan Peterson avant l'élection. Et je pense bien qu'il va accepter de me recevoir aussi. Il a reçu Poilievre dernièrement. Moi, j'aimerais bien avec lui. Mais je regarde Robert F. Kennedy Jr., qu'est-ce qu'il a fait dans sa campagne lorsqu'il était candidat indépendant. Il a fait Joe Rogan, effectivement. Mais je l'ai vu sur des plateformes où des gens avaient 3000, 4000 personnes qui les suivaient. Parce que c'est ça, les nouveaux médias. Tu parles de Jordan Peterson, Amélie, j'ai parlé avec lui au début, lorsqu'on a formé le parti, et je lui disais que j'étais cancellé, etc., ça n'avait pas de bon sens, les médias. Il m'a dit, Maxime, perds pas ton temps à essayer d'être dans les médias traditionnels. Ils sont en décadence, ça ne fonctionne pas. Les médias de l'avenir, c'est les médias indépendants, c'est les podcasteurs, c'est ça, et c'est ce qu'on fait. Mais pour moi, 2 médias indépendants qui sont importants au Canada, True North et puis Rebel News, mais les deux sont pro-conservateurs. Donc, ils ne me donnent pas de plateforme. Ah, oui. La dernière fois que j'ai parlé à Candice, qui est l'éditrice en chef et la fondatrice de True North, les 3 dernières années, j'ai fait une entrevue avec elle qui a duré une demi-heure, il y a une semaine ou 2. Ils sont vraiment pro-conservateurs et Ezra, qui est pour Rebel News, est un peu plus un homme d'affaires. Il sait que plusieurs de ses donateurs aiment bien le Parti populaire. Donc, une fois par année, je vais faire une entrevue d'1 heure avec lui. Mais même ces médias-là... Ils ne sont pas tout à fait indépendants. C'est ça l'affaire. Ils sont indépendants des fonds du gouvernement, mais ils ne permettent pas une diversité, si je peux m'exprimer ainsi, j'aime pas ce mot-là, mais une diversité d'opinions sur le réseau. On invite Trudeau, on invite tout le monde. Parfait. Les médias mainstream, c'est la même chose. Ils ont mais il y avait une discussion. Des bailleurs de fonds. Ben oui, absolument. Qui refusent, qui leur disent
n'invite pas Maxime Bernier. Mais en même temps, Poilievre, il semble quand même être dans la ligne directrice. Là, mais là, Poilievre essaie de se positionner, il essaie de plaire à sa base conservatrice, mais aussi, il va avoir les votes des grandes villes de Toronto. Il fait du racolage avec les communautés ethniques. C'est pas lui qui va régler l'immigration. À chaque week-end, il se déguise avec un nouveau déguisement. L'autre fois, il était à une nouvelle année chinoise. J'ai rien contre les Canadiens d'origine chinoise qui fêtent leur nouvelle année. Parfait. Mais le Canada n'a pas à investir des fonds. On leur donne des fonds pour ça parce que la politique du multiculturalisme, on devrait abolir cette politique-là, puis on devrait plutôt financer des fêtes en ligne avec notre histoire, notre culture. Mais ça doit être raciste. Oui, c'est ça. Mais ça ne l'est pas. Mais, c'est complètement ridicule. Mais on devrait promouvoir notre culture. Mais Poilievre va là. En plus d'y aller, il se déguise. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie à ces communautés ethniques-là? Bien, venez ici, gardez votre culture, restez, vivez en ghetto, intégrez-vous pas à la communauté canadienne, à la société canadienne, c'est ce qui arrive. Et Poilievre, qui suit les sondages, parce qu'il y a 60 de la population qui en a assez, qui en a assez d'immigration de masse. Mm-hmm. Quand j'ai commencé en 2018 à parler de ça, on nous traitait de racistes au Canada anglais parce qu'on voulait moins d'immigration. Mais on avait raison à l'époque, puis on a encore plus raison aujourd'hui. Mais Poilievre, pourquoi qu'il ne suit pas les sondages s'il y a 60 de la population qui veut moins d'immigration? La réponse, elle est simple. Ça, c'est un sondage national. Poilievre regarde les sondages dans les comtés et ces communautés ethniques non intégrées contrôlent bien des comtés au Canada. Et leur préoccupation, bien, c'est de faire venir leur famille, leur grande famille, et ils veulent encore que les portes soient grandes ouvertes. Donc, lui, il regarde les différents comtés qui sont importants pour une victoire du Parti conservateur, et donc, il fait du racolage, il leur dit ce qu'ils veulent entendre, et pour lui, l'immigration de masse n'est pas un problème, parce qu'il veut gagner ces comtés-là. Est-ce qu'il ne suit pas l'agenda du gouvernement en général? Ben, c'est ce qu'il a l'air. Absolument. Ou l'agenda globaliste. Ben, non, moi, je pourrais dire que Trudeau, actuellement, sur l'immigration, là, il est plus ferme que Poilievre. Oui. C'est lui qui a créé le problème, il faut l'avouer. Et là, il dit, il y a un problème. Il essaie de s'excuser que c'est pas lui, là, mais c'est lui qui a créé le problème. Et là, bien, on va limiter un peu les travailleurs étrangers internationaux. On va limiter un peu les étudiants internationaux. Poilievre ne s'est jamais prononcé là-dessus. Poilievre ne parlera pas de ça parce que c'est une politique identitaire, une politique tribale qui essaie d'avoir le vote de ces gens-là au lieu de parler dans l'intérêt du Canada dans son ensemble et des Canadiens. Poilievre, c'est des beaux slogans vides. Ah, très beau. Poilievre, il écoute Harper. Moi, Harper le dit publiquement, il faut trouver des vidéos là-dessus. Dès qu'il a été élu, il a dit, écoute, ta job. Et il y avait une belle discussion entre Harper et Preston Manning. Preston Manning, c'est lui qui a créé le Reform Party à l'époque, oui, qui disait on veut West Canada must be in. Il voulait participer. Et là, il a créé ce parti régional-là. Et Preston, Harper faisait partie du Reform à l'époque, et dans les années 80. Et Preston, quand il a parti ce parti-là, il défendait des idées. Il y avait des politiques, et il parlait des politiques favorables pour l'Ouest et pour le Canada. Et là, on voit, pour ajouter ce que tu viens de dire, c'est que Poilievre ne présente aucune politique. Il fait juste critiquer Trudeau. Et donc, il y avait une discussion entre Preston et Harper, et Preston disait à Harper, mais Poilievre devrait parler de politique, il devrait parler de son programme, comme nous, on a fait aux réformes. Et Harper lui répond, non, il est chef de l'opposition, il devrait s'opposer à Trudeau, c'est juste ce qu'il a à faire, parce que s'il parle de sa plateforme, il va se faire attaquer de tous bords, de tous côtés. Donc, là, il a la latitude de pouvoir faire ce qu'il veut lorsqu'il ne parle pas de plateforme. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens de l'Ouest canadien qui votent conservateurs depuis des années, ils prennent les conservateurs les prennent pour acquis, un vote acquis. Il faut que ça change. Et nous, on est la seule alternative qui a une politique pour tout le Canada. Mais ceci étant dit, oui, Poilievre critique Trudeau, amène pas, il parle en slogan, des slogans creux. Et lorsqu'il dit « je vais fixer le budget », réparer le budget en français, ça veut dire quoi? Si vous voulez un budget équilibré dans un an, vous êtes d'accord? Ça, c'est ma façon de régler le budget. Mais si vous avez des déficits puis vous voulez le régler en 5 ans, puis vous pensez que c'est ça, quand il parle de régler le budget, bien, vous êtes d'accord. Donc, il n'y a pas trop de compromis. Mais dans le fond, je regarde l'ancien chef conservateur O'Toole qui, à la dernière élection, disait « moi, je vais équilibrer le budget » en 5 ans. Il demandait un mandat de 4 ans,
mais il disait qu'il va l'équilibrer en 5 ans. Donc, il dit, je ne l'équilibrerai jamais. Et ça, c'est un problème. Et Poilievre n'en parle pas. Donc, il ne parle pas de ses politiques et il va par slogan en faisant des sondages. Et je vais finir là-dessus. C'est pas juste des sondages pour savoir qu'est-ce que les Canadiens veulent entendre. C'est des sondages aussi pour savoir quels mots utiliser qui résonnent bien dans la tête des Canadiens. On va jusque-là avec des groupes de focus group en anglais. Et si vous regardez l'état financier du Parti conservateur du Canada, l'an dernier, le Parti conservateur a dépensé 1,5 million de dollars en sondage. Aïe, aïe, aïe. Donc, Poilievre n'est pas un leader. Il suit l'opinion publique qui a été manipulée. Alors, axe de taxe, ça a dû frapper haut dans les sondages. Ben oui, mais là, Arrête pas de dire ça. Ça a frappé tellement haut que les libéraux ont dit, écoute, on va l'abolir, la taxe sur le carbone. Et là, Poilievre voulait une élection sur la taxe sur le carbone pour éliminer cette taxe-là. Et moi, c'est rien. Nous, on dit, il faut aller plus loin, il faut sortir de l'accord de Paris et pas imposer aucune réglementation sur les changements climatiques. Mais Poilievre n'est pas là. Il parle juste de la taxe. Il est d'accord de subventionner l'industrie verte, imposer plus de réglementation. Mais là, les libéraux ont vu que c'était populaire, oui, pour répondre à ta question, et ils ont dit, nous autres aussi, on va abolir la taxe sur le carbone. Donc, pauvre Poilievre, il ne pourra pas avoir une élection sur la taxe sur le carbone parce que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui est populaire au niveau mainstream, mais il y a toute une couche de la population plus underground sur les réseaux sociaux que eux, il n'y a rien pour eux. Oui, bien, moi, ce que je leur offre, ça devrait être une élection sur l'immigration, un référendum sur l'immigration, parce que l'immigration, ça affecte tout le monde, là. Notre niveau de vie diminue. C'est beau. Lorsqu'il y a plus de gens, l'activité économique progresse. Le produit intérieur brut va progresser. Mais lorsqu'il y a trop de gens qui viennent trop rapidement, bien, ça fait que le produit intérieur brut par individu, par habitant, diminue. Et c'est ce qui arrive les 10 dernières années. L'économie croît, mais nous, on s'appauvrit. Notre pouvoir d'achat diminue. Notre niveau de vie a diminué. Et donc, l'immigration aussi a un impact sur les logements. Acheter une maison, maintenant, c'est difficile. Dans les grands centres urbains, même juste un loyer, c'est difficile. Ça a un impact. Il y a plus de gens qui viennent. Ces gens-là ont un impact à la hausse sur les prix parce qu'ils veulent aussi un logement. Donc, régler l'immigration aiderait tous les Canadiens et surtout les gens de la classe moyenne et les gens qui veulent progresser et s'acheter une maison plus tard. Mais ça, on n'en parle pas. Moi, j'aimerais droite de dire ça. Ouais. Oui, mais là, ça l'est moins en moins, là, parce que le gros bon sens est en train de rattraper les politiciens de l'establishment. Okay. On voit en Europe, on voit partout l'immigration et le pourquoi que les partis populistes réussissent à croître en Europe. Et je pense que ça va être la même chose pour nous ici. Ça l'affecte aussi notre culture. Regardez pourquoi ici au Québec, le Parti québécois est populaire. Actuellement, est en hausse dans les sondages. Le chef du Parti québécois parle un peu comme moi en immigration. Il veut préserver la culture française et ça résonne avec les Québécois. Ouais. D'après moi, et c'est la seule raison pourquoi que le PQ est en avance. Il veut protéger notre culture et c'est bien. Moi, je veux faire la même chose au niveau canadien. Mais on ne sait plus c'est quoi la culture canadienne. Ben on ne sait plus, c'est ça. On s'en va à Surrey, au Nouveau-Brunswick, là, on se croirait en Inde. Et moi, j'ai déjà dit, le Canada anglais, à certaines places, le Canada anglais devrait peut-être avoir une loi 101 pour protéger la langue anglaise. Et si on va à Brampton, Ontario... Brampton, oui, ça a l'air que... Écoute, on se croirait en Inde là aussi. Ouais. À Vancouver, on se croirait en Chine. Ben oui, il y a pas... Avant ça, on demandait aux gens, on voulait qu'ils s'intègrent à notre société. Pour s'intégrer, il faut que tu parles la langue. Ça va mieux quand tu t'intègres si tu parles français ou tu parles anglais. Là, ce n'est plus une condition. Ça fait que les gens viennent, ils ne parlent pas anglais et français. Ils n'ont pas d'incitatif pour apprendre l'anglais ou le français. Et donc, ils vivent en ghetto. Et là, ils font venir de plus en plus de personnes. Et là, ils sont devenus indépendants. Ils peuvent parler leur langue maternelle de leur pays d'origine et avoir tous les services dans leur coin dans leur coin de ville. Dans les derniers mois, il s'est passé quelque chose qu'on n'a jamais vu au Canada. Justin Trudeau a démissionné. Oui. A prorogé le gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont fermé le Parlement. Et il a parti une course à la direction du Parti libéral. Puis... ils vont seulement revenir au Parlement une fois que cette course-là va être terminée, puis un mois après. Donc, puis là, ça s'est jamais vu au Canada. Pendant
qu'on a la pire crise entre le Canada et les États-Unis. Le Parlement est fermé. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là? Bien, premièrement, le fait de proroger le Parlement, ça s'est déjà fait. Harper le fait. J'étais conservateur en 2006 lorsque les libéraux ont voulu faire une entente avec le Bloc québécois pour défaire le gouvernement après l'élection de 2006. Et là, Harper est allé voir le gouverneur général et a demandé de proroger le Parlement. Il le fait, on le fait pendant quelques mois. Ce que je suis en train de dire, c'est pas idéal, mais ça fait partie des conventions constitutionnelles. Ça s'est fait plusieurs fois au Canada et là, ça se fait actuellement. Donc, est-ce que c'est illégal ou pas? Selon moi, c'est pas illégal. Pas illégal, mais le timing, dans la pire crise qu'on... Mais justement, le timing n'est pas bon parce qu'on a des négociations avec les Américains, puis Trump, il rit de nous, là, en appelant Trudeau le gouverneur, etc. Il s'amuse. On n'a pas un leader solide pour répondre aux demandes de Trump. Vous avez raison là-dessus. Mais donc, ça s'est déjà fait. J'aime pas ça. J'aimerais mieux que le Parlement soit là. Ça s'est déjà fait. Et là, il a démissionné et il a dit, bien, je vais être encore en poste pendant quelques semaines. La course de leadership a lieu. Ils vont avoir un nouveau chef la première semaine de mars. Et là, le Parlement va revenir la troisième semaine de mars. Et on va voir s'il y a une entente avec l'opposition ou si on tombe en élection ou pas. Prévision, ça va être qui? Prévision, moi, je pense, la personne qui maintient Trudeau au pouvoir et les libéraux, c'est le NPD, chez Jack Mead. Non, le nouveau chef. Ah, OK. Ben, le nouveau chef, je pense que ça va être Carney. Pour les libéraux, pourquoi les mettre Freeland? C'est de donner des munitions à Poilievre durant la campagne électorale pour mettre, il n'y a pas de nouveau, c'est du pareil au même. Vous avez été son numéro 2, vous avez été son ministre des Finances, c'est la même politique. Les Canadiens en ont marre, les Canadiens en ont soupé. C'est trop facile pour Poilievre de discréditer Freeland. Mais avec Carney peut dire, écoutez, je suis nouveau, moi, là. J'ai rien à faire avec les folies de Trudeau, là. Moi, je suis nouveau, j'ai mes idées, puis les gens vont voter pour ça. Ça va être plus difficile pour Poilievre de peindre Carney en étant le Trudeau numéro 2. Question, Carney... Le monsieur a été gouverneur de la Banque du Canada, a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Où est son allégeance? C'est un mondialiste en chef. Ouais. C'est le pire des mondialistes. Il travaille avec l'ONU. Il a proposé des mesures woke aux entreprises avec l'ONU pour essayer de pousser les entreprises à avoir des départements diversité, équité et inclusion. Cette folie woke. En plus, il est d'accord avec l'accord de Paris. La promotion, pour lui, en a fait son cheval de bataille, de lutter contre les changements climatiques. C'est un vrai mondialiste, je dirais même plus que Trudeau. Main dans la main avec l'ONU, main dans la main avec les organisations internationales. C'est aussi économiquement un keynésien, c'est quelqu'un qui, lui, n'a pas de problème avec les déficits. Il va imprimer de l'argent. Il y a une vidéo qui est sur Internet. J'ai interrogé Carney lorsque j'étais député et sur le rôle de la Banque du Canada lorsqu'il était gouverneur de la Banque du Canada. Et le rôle de la Banque du Canada, c'est de préserver le pouvoir d'achat de la monnaie, de ne pas avoir d'inflation. C'est ça le rôle de la Banque du Canada. Parce qu'une inflation, c'est une taxe déguisée. Hein. On dit aux gens, on ne vous taxera pas, on n'ira pas chercher votre argent dans votre poche, mais gardez votre dollar, mais vous n'allez pas capable d'acheter autant de biens et de services avec ce dollar-là. C'est une taxe déguisée. Et de maintenir le niveau d'emploi. Et de maintenir votre niveau de vie, etc. Et donc, moi, j'avais posé la question à Carney, la Banque du Canada, avec une politique d'inflation de 2 %. Pour moi, 20 % d'inflation, ça nous appauvrit, 2 % aussi, que le pouvoir d'achat du dollar canadien avait diminué de 90 % depuis la fondation de la Banque du Canada. Et donc, vous ne respectez pas votre mandat. Il avait patiné, il n'avait pas trop répondu à la question, mais lui, ce que je suis en train de vous dire, créer des déficits financés par la Banque du Canada, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est pour ça que j'allais dire tout à l'heure que je pense que l'élection au Canada va avoir lieu en octobre, troisième semaine d'octobre 2025, parce que on a vu encore Jack Mead là, qui recule, etc. Va les sauver, ouais. Il va avoir un plan de sauvetage, entre guillemets, à cause des tarifs de 25 % qu'on n'a pas besoin. Un plan de sauvetage pour aider les travailleurs, supposément, mais c'est un cadeau de grec parce qu'ils vont payer de l'inflation, ils ne s'en sortiront pas, pour aider les travailleurs. Et donc, Carney va accepter et va augmenter le déficit, d'après moi. Il va être capable de... Et pour lui, c'est dans son intérêt de paraître pour un chef d'État. Et le Canada est hôte du G7,
la conférence du G7 avec les États-Unis et tous les leaders mondiaux, et donc du G7 seulement. Donc, ça va être pour lui, Carney, une opportunité d'être avec ces leaders-là, ces présidents, et d'avoir l'air d'un chef d'État et de lui donner un peu de temps de faire campagne pour se dissocier du bilan Trudeau. Et donc, tout ça pour dire que normalement, le NPD devrait s'entendre avec les libéraux et l'élection aura lieu en automne. Ouais, on avait parlé à l'émission 62 que tu étais venu. Les gens avaient parlé pendant 3 heures et demie que beaucoup de monde stratégiquement disent on va voter conservateur parce que sinon on sépare les votes si on vote pour le PPC. Puis comment que tu t'expliquerais ça, que tu justifierais ça, non, il faut voter pour le Parti populaire? J'ai une bonne réponse pour eux aujourd'hui, parce que si les gens veulent se débarrasser des libéraux, bien, vous avez juste à lire les sondages actuellement. Poilievre est en avance. Poilievre va gagner avec une majorité. Et donc, vous n'avez plus à vous inquiéter de mettre les libéraux à pied. Là, maintenant, vous pouvez voter en ligne avec vos valeurs. Et nous, c'est important parce qu'on va pousser Poilievre dans la bonne direction. On va s'assurer que ce qu'on parle, notre débat, devienne encore plus influent. Et c'est la manière de gagner. Moi, je dis aux gens, votez pour vos valeurs, regardez le Parti populaire, puis on va inciter Poilievre à prendre des bonnes décisions. On va l'appuyer lorsqu'il va être un conservateur, puis on ne l'appuiera pas lorsqu'il ne sera pas un conservateur. Donc, il n'y a pas de risque parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que Poilievre va gagner. Et je rajouterais à ça l'histoire. Ça a toujours été la même chose. Brian Mulroney, 9 ans de pouvoir, scandale à la fin. Ils ont émis une belle femme, Kim Campbell, première femme chef d'un parti politique national. Elle devrait gagner. Elle a monté dans les sondages quelques semaines après avoir été nommée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jean Chrétien a gagné. Les gens voulaient se débarrasser des conservateurs. Jean Chrétien, 9 ans au pouvoir, etc. Scandale à la fin. Les gens étaient tannés de Chrétien et des libéraux. Et Chrétien a mis Paul Martin. Une nouvelle figure, un nouveau chef, ça devrait bien aller. Paul Martin a monté dans les sondages quelques mois avant l'élection. Quand l'élection est arrivée, les gens ont dit non aux libéraux, ils ont voté Harper. Et donc là, après 9 ans de Trudeau, les gens sont tannés de Trudeau, sont tannés des libéraux. On met une nouvelle figure. Oui, Mark Carney va monter dans les sondages un peu. Ça va durer le temps des fleurs. Et après ça, bien, les gens vont se débarrasser des libéraux et vont voter conservateur. Et moi, je dis, nous, on est là pour casser ces 9 ans libéral, 9 ans conservateur, casser ça. Votez pour si vous êtes tanné des politiques actuelles, puis vous voulez un vrai changement, bien, votez pour nous. Plus on a de l'influence, plus ça va aider, plus nos idées vont gagner. Un populiste, c'est quelqu'un qui a l'intérêt du peuple à cœur. Je comprends pas pourquoi, moi, ça comme pioute pas dans mon cerveau, pourquoi c'est mal vu. Les médias vont dire, c'est un populiste. Ouais. Comme si c'était négatif. Oui, pour eux, les médias traditionnels de gauche, oui, c'est mal vu, et c'était beaucoup mal vu il y a 6 ans lorsqu'on a parti le parti en 2018. Mais là, ils n'ont pas le choix, là, parce que Trump est un populiste. En Europe, là, ils sont un peu plus gênés de discréditer des politiciens populistes. Donc, c'est bien, mais effectivement, pour nous, écoutez, on regarde les idées, là, ce que les gens veulent. Moi, je pense que l'immigration, c'est important. Ça devrait être un débat majeur. Tous les gens veulent ça, veulent une vraie solution. Et on apporte cette solution-là. Oui, c'est une solution qui est en ligne avec les demandes du peuple, mais qu'est-ce qui a de gêné à ça? Je ne suis pas gêné, moi, d'être... Moi, je dis qu'on a un populisme intelligent. C'est-à-dire qu'on croit à l'intelligence des gens. Les gens, pour nous appuyer, on n'essaie pas de faire appel à leur émotion. On veut faire appel à leur intelligence. Il faut qu'ils prennent le temps de lire notre plateforme. S'ils aiment ça, ils viennent avec nous. Et donc, on ne trouve pas des slogans pour leur plaire. On a des idées. Et moi, je pense que l'électeur est intelligent et est capable de faire des choix. Tandis que les autres partis disent « je veux manipuler l'électeur, je vais jouer avec ses émotions ». Regardez avec COVID-19, on a utilisé la peur pour manipuler le peuple dans tous les pays, pas juste au Canada. Bien, nous, à cette époque-là, on a parlé de la raison. La raison, c'est que la liberté de choix existait, etc. Le vaccin n'était pas sécure et sécuritaire et efficace. Le temps nous l'a démontré. C'est pour ça que je dis qu'on est un parti populiste, mais on fait du populisme intelligent avec des vrais politiques et on fait appel à l'intelligence des gens parce que des gens peuvent être populistes, genre dire moi, je veux juste des immigrants blancs, par exemple.
Nous, on n'est pas raciste. On veut des gens qui vont venir ici, qui vont s'intégrer à notre société. La couleur de votre peau, on s'en fout. Pour nous, c'est pas important. Vous voulez être Canadien, vous partagez nos valeurs, vous êtes bienvenus. Mais actuellement, on n'en veut pas. C'est comme je dis, je parlais à des immigrants indiens en Ontario. Puis là, il dit, puis on parle en anglais, c'est certain. Puis qu'est-ce que tu veux? Maxime, je comprends que tu veux faire un moratoire sur l'immigration, mais moi, je suis un immigrant, je veux faire venir, mais je comprends. Comment je pourrais expliquer ça? J'aime ta politique, là, mais comment je pourrais expliquer ça à mes gens? J'ai dit bien simplement, c'est facile. Est-ce que tu vas inviter quelqu'un chez toi lorsque ton toit coule, ta toilette ne fonctionne pas, puis tu n'as pas de chambre à coucher? Non, ben c'est ça le Canada. Là. La maison canadienne est en train de se détruire, ne fonctionne pas. Puis elle est pleine. Puis elle est pleine, puis l'économie ne marche pas, les gens s'appauvrissent, puis on va faire venir des gens. Je dis non, c'est le temps d'avoir une pause, un moratoire. Et là, c'est pas de leur rendre service. Ben non, c'est pas. Si tu aimes les immigrants, tu vas pas leur dire venez ici, vous allez avoir un job. Ils n'en auront pas de job. Exact. On n'a pas, nous autres, de job. Vous n'êtes pas capable de payer votre loyer. Ben oui. Puis là, c'est le gouvernement qui a payé. Il reste, regardez dans le centre-ville de Montréal, le gouvernement du Canada paye des millions de dollars pour les loger dans des hôtels. Ouais. Pensez-vous qu'ils veulent. OK, c'est bien beau une soirée dans un hôtel avec ta femme un week-end, c'est peut-être le fun, mais pensez-vous qu'ils veulent rester dans des hôtels, puis ils se promènent au centre-ville, ils ne savent pas quoi faire? C'est pas ça, là. Le rêve d'un immigrant, c'est de venir ici et d'avoir une meilleure vie et s'intégrer. Donc, en faisant ça, c'est un bien pour eux. En leur disant, on va faire une pause, là, on va réparer notre maison, puis quand on sera réparé, bien là, on recommencera, mais basé sur des principes solides. Parlant de Carney, tout le contexte qui est où on est, il y a les déficits des gouvernements qui sont tout temps les plus hauts. Les dettes des gouvernements, pas juste du fédéral, il y a le provincial. Puis il y a les gens aussi, les dettes sont au maximum. Il y a le BRICS qui s'en vient, peut-être avec une nouvelle monnaie. Justement, les dettes sont insoutenables. Le gouvernement américain, même eux, le service de la dette est rendu plus élevé que le budget de la défense au complet. Comme nous au Canada. Comme nous au Canada. Alors, est-ce que Carney arrive pas? Est-ce que Carney arrive pas justement dans cette idée-là, parce que c'est un technocrate, il connaît très bien. Dans cette pièce de théâtre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau Bretton Woods qui est dans les cartes, dans les plans? Une nouvelle entente. Une nouvelle entente pour un nouveau système économique mondial. Oui, mais je me pense que ça ne partira pas du Canada ou des États-Unis. Ça va partir, comme tu le dis tantôt, des pays du BRICS. Eux veulent vraiment être plus indépendants par rapport au dollar américain, comme je disais tout à l'heure. Et même, ils parlent de former une monnaie qui serait accolée un peu à l'or ou quelque chose du genre. Ils travaillent là-dessus depuis quelques années. Et ça va être la compétition dollar américain. Mais oui, mondialement, là, la suprématie des Américains dans le monde, là, avec leurs forces économiques et militaires, c'est la fin, là. C'est la fin de l'Empire américain. C'est ce que disait Trump, justement, ce matin. Il disait, si les BRICS veulent remplacer le dollar américain, je vais imposer à tout ce monde-là, encore une fois, des tarifs. 100% de tarifs. Oh, oui, 100%. Mais est-ce que c'est ce que je dis, c'est que est-ce qu'on n'est pas rendu au moment où on devrait avoir une nouvelle conférence internationale? Oui. Pour justement réformer tout le système financier, faire ça dans l'ordre, faire de la place aux BRICS. Puis, mais ça va venir. Le BRICS prend sa place tranquillement. Puis plus que ces pays-là vont avoir de l'influence, plus que là, il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion qui va se faire. Mais pour les Américains, ils ne sont pas là encore. Ils se voient encore comme la puissance militaire économique. Et la Chine et l'Inde, là, il y a plus de population que les Américains. Et l'économie en Inde progresse rapidement. En Chine, on essaie de nous faire dire que l'économie ne va pas bien dans les médias ici, mais ça va quand même pas pire en Chine. Et donc, oui, il va y avoir un changement. Là. C'est historique ce qu'on est en train de vivre dans cette année et les prochaines. Ça ne se passera pas demain matin. Là. Est-ce que Carney n'est pas là justement pour ça? Non, lui, Carney, absolument pas. Sa vision en tant que bureaucrate, économiste keynésien, c'est lui la monnaie fiduciaire non basée sur l'or. D'ailleurs, le Canada n'a pas de réserve d'or comparé à toutes les banques centrales. Et donc, s'il y a un changement, parce que là, ce qu'on parle, c'est qu'un changement des monnaies,
C'est des monnaies qui sont basées à partir de rien, qui seraient basées sur l'or. Si le BRICS fait ça, ça va inciter les autres pays à faire ça. Mais si ça arrive au Canada, on est dans une mauvaise position parce que notre Banque du Canada imprime de l'argent, mais elle n'a rien dans ses coffres. Elle n'a pas d'or pour préserver la valeur de ce dollar-là. Alors, crypto? Crypto, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est le marché qui va décider. Moi, je ne pense pas que ça soit les banques centrales devraient acheter de la crypto, mais je veux pas que le gouvernement fasse de réglementation pour empêcher la progression des monnaies numériques. Justement, on s'en va pas vers la monnaie numérique? Bien, la monnaie numérique de banque centrale, je suis complètement contre parce que c'est une façon de nous contrôler. Ouais. La bonne nouvelle, la Banque centrale du Canada, elle a dit, ils ont fait un sondage avec les Canadiens ne voulaient rien savoir, et c'est parfait. Ils ont dit, bon, on met notre projet sur la glace. Le mot important, c'est la glace, parce que la glace va fondre. Quand elle va être fondue, ils vont venir avec leur projet. Là. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Pourquoi une monnaie numérique? Et on nous dit que ça va être mieux, que ça va être plus efficace. Non, c'est très efficace actuellement. On peut acheter par débit, crédit, etc. On peut transférer des fonds. C'est très efficace. Une monnaie numérique, c'est que la Banque centrale va avoir tes données personnelles. Ouais. Aujourd'hui, si tu vas sur ton compte bancaire, tu peux voir toutes les transactions qu'on fait, que vous faites par débit, crédit. Ces informations-là, c'est privé. Moi, j'ai travaillé pour une banque. C'est privé entre la banque et son client. La banque n'a pas le droit de vendre ces informations-là. Oui. Et là, si vous avez une monnaie numérique, bien, les Canadiens vont avoir un compte à la Banque du Canada. Pour ce faire, le gouvernement il va arriver avec un incitatif. Il va peut-être dire, bien maintenant, les pensions, si vous voulez avoir votre pension plus rapidement ou quelque chose du genre, ouvrez un compte à la Banque du Canada, puis on va transférer votre pension là. Bon, on va vous donner un hot dog gratuit. Oui, un hot dog gratuit. Ben, c'est ça, comme ils ont fait durant la COVID. Oui, c'est ça. On va vous donner 2-3 hot dogs, allez ouvrir votre compte. Exact. Et là, les gens vont aller ouvrir leur compte. Et là, ça va être le début parce que l'information, le banquier, le bureaucrate et les politiciens vont savoir toutes vos transactions. Et là, ils peuvent bloquer votre carte de crédit si jamais vous avez trop dépensé pour l'essence ce mois-ci parce qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Ouais. Et c'est dangereux, c'est un contrôle étatique qui peut survenir. Il faut être contre ça. On a gagné la première bataille, mais il faut être vigilant pour la deuxième. Oui. Et Trump a fait justement un ordre exécutif pour arrêter toutes ces choses-là à la banque, à la Fed. Oui. On ne veut pas de ces ce contrôle, parce qu'on s'en va vers ça, la monnaie numérique. Ben, les banques centrales, oui, les banques centrales, c'est ce qu'ils veulent. Mais comment, c'est comme un des dangers de l'avenir, de ce qui nous guette. Mais comment, admettons, tu pourrais nous protéger contre ça en étant le premier ministre? Bien, effectivement. Mais premièrement, je passerai une législation en disant que, la Banque du Canada, je dirais à la Banque du Canada, vous arrêtez de créer de l'inflation. Là. Fait qu'il n'y a pas de monnaie centrale de la Banque du Canada numérique. Deuxièmement, arrêtez de créer de l'inflation et d'appauvrir les gens. Vous avez un mandat d'avoir une cible d'inflation de 0 %. Si on veut arrêter l'inflation, il faut commencer là. Pour arrêter l'inflation, il faut équilibrer nos budgets. On ferait ça en une année en éliminant toutes les dépenses inutiles et il y en a beaucoup. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, oui, c'est préoccupant. Parce que c'est une nouvelle technologie. On ne sait jamais, on n'est pas habitué, etc., tout ça. Mais là, ce que j'aime dans l'intelligence artificielle actuellement, il n'y a rien de mieux que la compétition. Et là, il y a de la compétition. Les Chinois, on a mieux pour les aimer, mais avec leur DeepSeek, leur nouvelle intelligence artificielle, ils concurrencent les Américains avec un investissement de quelques millions versus des milliards. Et je pense que les Américains ont encore leur avantage, leur avance technologique. ChatGPT est encore un peu mieux. Oui, Même si les gens disent le contraire, mais j'ai joué avec les deux. Là, puis ChatGPT mais c'est le fait qu'on est capable de jouer avec les deux, qu'il n'y a pas de monopoly, c'est bien. Parce que maintenant, si une intelligence artificielle, on s'aperçoit qu'il nous emmène... au début, c'était très woke, là. Lorsqu'ils ont commencé, c'est woke au maximum. Et là, ils ont vu que ça ne marchait pas, là, que les gens n'achetaient pas ça. Donc, la compétition va faire en sorte que l'intelligence artificielle va essayer d'être un peu plus neutre et pas proposer d'idéologie. Mais il faut être vigilant avec des nouvelles technologies. Vas-y donc. Les cryptos, quel crypto, toi, tu envisages? Parce que il y en a qui sont stables, okay? Puis ils ont des réserves en arrière, justement, pour pouvoir backer le market cap de la crypto. Mais il y en a qui sont basés absolument sur rien, comme
tu disais le dollar canadien, il n'est plus du tout basé sur l'or. Ouais. Ben, les nouvelles cryptos, ils adoptent ce modèle-là, puis c'est extrêmement volatile. Oui. volatile. Donc, quelle sorte de Bitcoin. marché crypto? Moi, je pense que si j'avais à investir, ça serait Bitcoin. Ça serait le seul. C'est une vraie monnaie numérique. Et puis, les autres, pour moi, je n'ai pas eu le temps de les analyser. Mais même le Bitcoin est très volatile. Oh oui, c'est très risqué, c'est volatile, c'est nouveau, etc. Mais l'avantage, c'est que c'est une monnaie décentralisée. Ici, on nous dit non, sur le Bitcoin, c'est l'or, là, je pense. Nos Belges ici, là, c'est l'or. Ouais, moi aussi, personnellement, c'est l'or. Bon. Oui, d'ailleurs, je l'ai dit il y a 15 ans que notre dollar devrait être basé à l'or. Sur l'or? OK. Oh, j'ai fait une vidéo il y a à peu près 15-20 ans là-dessus. Là. Ça n'a pas changé, c'est encore... Non, c'est encore ça. Mais je comprends. Moi, j'empêcherai pas la croissance de Bitcoin ou d'autres monnaies numériques comme ça. Si le marché veut le faire, s'ils veulent investir, parce que, comme tu viens de le dire, Amélie, c'est très volatile et puis c'est très risqué. Mais tu prônes la liberté. La liberté d'expression. Parce qu'on s'entend que si Pierre Poilievre est élu, je pense pas qu'ils vont enlever la censure puis le shadow ban. Là. Mais le shadow ban, le sauveur de ça, c'est Trump. Mais pas aux États-Unis, mais au Canada, on a encore. Oui, mais on n'est pas sorti du bois. Oui, effectivement, mais Trump, parce que Google, Facebook, Meta, que le Canada, c'est Trump qui les contrôle. Et donc, en les poussant à avoir une diversité d'opinions puis une liberté d'opinion sur leur réseau, ça nous aide, nous, ici, qui sont sur Google ou X. Mais oui, le gouvernement canadien a des projets de loi pour nous censurer encore plus. Jean-Jacques Crédicard vient de perdre sa chaîne YouTube, il en a ouvert une autre, puis il vient de se faire fermer sa chaîne. Parce que même toi, sur X... Incroyable. Sur X, t'as vraiment pas un gros reach. Non, moi, on a été shadow-banné. Ça dépend du moment, ça dépend de l'algorithme, mais de ce temps-ci, je dois dire qu'on progresse un peu. Mais on a été plusieurs mois stables, au même niveau de personnes qui nous suivaient. Les gens nous disaient, Maxime, je te voyais sur mon fil, je te vois plus sur mon fil, je dois aller sur ton compte. Mais ça, c'est qui joue avec ça? Je pense que ton nom sur YouTube, ça marche pas bien. Même notre podcast... Que le gouvernement du Canada a... c'est sûr, le gouvernement. A les mains là-dedans. Ben, ça doit, là. Oh oui, effectivement, là. Mais les grosses mains, c'est... à X... YouTube, c'est le gouvernement américain. Le gouvernement américain le fait durant la COVID. Là, on a les preuves. Oui, avec les Twitter fans. Mais là, ce qui se passe avec Trump, c'est qu'ils ont tous dit, mais à coup de pas, on va arrêter. Mais est-ce qu'on le voit dans la réalité encore sur YouTube? On le voit pas encore. Non. Mais j'espère que ça va arriver. Mais notre podcast avec Maxime Bernier, le dernier, c'était vraiment bon. Là. Objectivement, on peut dire que c'était très bon. Puis il n'y avait pas... YouTube, peut-être 7-8 je pense pas vues. qu'il aime ton nom. Non, YouTube. Puis là, aujourd'hui, on va faire le test. Vous êtes mieux de le mettre sur X ou ailleurs. On le met sur les deux. On le met sur X. Okay, oui, parfait. Absolument. On pourrait t'inventer un nouveau nom, peut-être. Oui. On va déjouer YouTube. On parle souvent à l'émission aussi Maximus. Ouais, Burned! Maximus Burned! Mais on parle souvent du développement justement de l'intelligence artificielle, de la robotique, puis qu'éventuellement, il y a plein de, comme disait notre ami au Forum économique mondial, des bouches inutiles, puis qu'il va avoir plein de monde au chômage, puis qu'il va quasiment avoir un revenu minimum garanti qui va s'imposer. Comment tu vois ça, toi? Qu'est-ce que tu penses du revenu minimum garanti? Moi, je suis contre ça. C'est une mesure socialiste qui ne réglera pas grand-chose parce que finalement, lorsque tout le monde a de l'argent à un niveau, tout le monde va s'appauvrir. Mais ceci étant dit, les nouvelles technologies apportent toujours leur lot d'inquiétude. Juste l'Internet, lorsque ça a commencé, écoute, les ordinateurs, on va perdre nos emplois. Et avant, la charrette était là, il n'y avait pas de voiture. C'est sûr que les conducteurs de charrette ont perdu leur emploi. Mais il y a certains qui vont perdre leur emploi, mais ça va se réajuster. Moi, j'ai pas peur. Oui, on va se réinventer. Oui, moi, j'ai pas peur. Je dis souvent, c'est l'homme notre dernière chance. C'est l'imagination humaine. C'est l'homme notre dernière chance. Par exemple, les ressources naturelles. On dit que les ressources naturelles, c'est épuisable. C'est pas épuisable. Il manquera jamais de pétrole. Pourquoi? Ouais, j'adore ça. J'ai hâte d'entendre. Maxime, Pourquoi? Merci. Pourquoi il ne manquera jamais de pétrole? Tu serais une bonne candidate. Parce que
Lorsque le pétrole va devenir rare, Ouais. c'est l'économie. Le prix va augmenter. La ressource est rare, donc les prix augmentent pour préserver la ressource. Lorsque les prix vont augmenter, d'autres énergies vont se développer pour concurrencer qui vont être moins chères. Et Ça là, revient à ce que je dis. et là, ce qui va arriver, c'est qu'on va utiliser moins de pétrole, puis là, on va revenir, mais c'est l'économie, c'est l'homme, l'action de plein. l'homme. C'est qu'il n'a pas dit que le pétrole, on n'allait pas en manquer. C'est que quand il va devenir plus Ben, il rare... faut l'exploiter si on ne veut Ouais. pas en manquer. Il en Là, manque pas! ben, il n'en manque pas, mais on ne l'exploite pas. Ouais. Ouais. Ben, on l'exploite au Ben, t'es Canada. pour l'exploitation de nos ressources. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon. De façon écologique, et ça se fait, là, on est en 2025. Là. Quand je parlais des pipelines en 2019, qu'on ne voulait pas en construire un au Québec, pour l'écologique, chez l'environnement. J'ai écouté, on est en 2000, à l'époque 2019, on peut construire un pipeline qui va être bien plus sécuritaire que les vieux pipelines qu'on a dans la terre à Montréal, qui part du port de Montréal pour aller à l'aéroport Trudeau. Et c'est des vieux. On va en construire des nouveaux avec des sensors, comme on dit ça en français, qui vont détecter s'il y a une fuite ou quoi que ce soit. Arrêtons, là, on est capable. Ouais. Donc, la technologie va avancer, on est capable d'exploiter. GNL Québec. Ben oui, ben Aussi. oui, ben oui, ben oui. Maximus Byrne for president. For prime minister. governor Or of for Canada. governor. Ah ben voilà, on est rendu à la fin. Déjà? Ouais, de cette première Ben, partie. il nous reste la section membres. Tu restes avec nous Ben pour oui, la ben oui, section membres? certainement. Puis dans la section membres, ben, on va parler de quelques autres petits sujets. On va prendre Mais des questions des gens. Les questions des gens dans la salle. Puis j'ai demandé avant de commencer sur X, justement, les gens qui avaient des questions, s'il y avait des questions déposées sur X. Puis on va regarder si on en a eu. Puis on va Super. les poser. Merci. Merci à toi d'être venu. Ah, c'est le fun. toujours Merci des Maxime. belles Puis, conversations. Merci Daniel Brisson. ouais, merci venu Daniel aussi. Merci Maxime, parce que là, on vit des moments extraordinaires. Ah Puis oui. on a mis un petit peu de lumière là, sur ce qui est en train de se passer. Puis Oui, c'est historique. Là. Ce qui se passe dans les prochaines années, c'est historique. c'est vraiment Tant historique. au niveau géopolitique, au niveau canadien, la montée des partis populistes. C'est extraordinaire. Ouais, c'est T'es comme au cœur de ça. Ah oui, on est au cœur de historiquement. ça. Ouais. C'est fou. Puis la montée des médias traditionnels, des gens comme vous, ce n'est que le début. Exactement. Bon, ben écoute. merveilleux. Merci. On réfléchit Merci à tes beaucoup. propositions de se présenter. Ben pour oui. le Parti populaire, Maxime. Mais s'il y en a dans vos... Mais oui, c'est ça, là, c'est sérieux. C'est quoi le site? Oui, partipopulaireducanada.ca. Vous pouvez aller voir le site, regarder les comtés disponibles au Québec sont là. On a un processus rigoureux, professionnel. Daniel Brisson, notre lieutenant du Québec, va être en contact avec vous. Il nous manque à peu près 30 comtés au Québec. Vous êtes bienvenus. Allez voir sur notre site. Si vous voulez nous écrire, c'est info@partipopulaireducanada.ca. Puis il n'y en a pas dans Sorel, Nicolette, je pense. Pas encore, hein? Il y a un créneau là, à remplir. Daniel Brisson, un petit toit. Ben voilà, ben merci. Merci. Puis, Merci, merci. On se retrouve dans la section membres. Merci beaucoup, Maxime. Et la semaine prochaine pour les autres. Ouais. Sur les plates. Les plates Voilà. qui sont pas bonnes. ben,